Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous devons tous être solidaires. Les 11 millions de Belges doivent faire un effort. Ce sont les mots du Premier ministre ce matin. Les autorités ont annoncé de nouvelles mesures plus strictes encore pour lutter contre le coronavirus. Culture, sport, activités de jeunesse, entre autres, sont concernés. Et il a fallu trouver un juste équilibre pour à la fois soulager le personnel soignant et préserver le bien-être des citoyens. Voyons de quelle manière avec Tidiem Kouache. Pour le 3e vendredi d'affilée, au vu de l'évolution de l'épidémie, le comité de concertation serre une nouvelle fois la vis. À un moment où le virus est vraiment répandu partout dans notre société, nous ne pouvons pas permettre à trop de gens d'être ensemble à la même place. C'est pour ça que nous adopterons des règles plus restrictives dans le domaine de la culture, du sport, de la jeunesse, les parcs d'attractions et les écoles supérieures. Les autorités politiques ont conscience que les mesures sont difficiles, mais il faut encore réduire au maximum les moments de contact, comme lors des compétitions sportives. Concernant le sport professionnel, ce sera possible, mais à huis clos, donc plus d'assistance possible. Concernant le sport amateur, les compétitions, les matchs sont suspendus, les entraînements sont possibles. Et là, on a en quelque sorte une exception pour les jeunes de moins de 18 ans, où là, les compétitions sportives sont possibles et sont autorisées. Les parcs d'attractions seront donc fermés. Quant au parc animalier, seuls les espaces à l'extérieur seront accessibles. La culture continue, mais limitée à 200 personnes. Quant aux événements religieux, les mariages, les enterrements, 40 personnes maximum. Le télétravail reste la règle, mais pour ceux qui doivent se rendre au travail en transport en commun, les heures de pointe seront renforcées. Il y aura des bus de compagnies privées qui progressivement seront mis en œuvre aux heures de pointe et sur les principales lignes de fréquentation. Pour les étudiants du supérieur, 20% maximum de présence dans les auditoires, sauf pour les premières bacs qui pourront aller au cours en présentiel à hauteur de 50%. À la veille des vacances de Toussaint, toutes les activités à l'intérieur seront interdites aux plus de 12 ans. La situation s'aggrave d'heure en heure. Le monde politique appelle à la solidarité nationale. Si on arrive à devenir une équipe en pleine solidarité, une équipe qui travaille tous dans un sens, on peut battre ce virus. Ce n'est pas les règles qui le font, c'est tous les Belges ensemble, 11 millions de Belges. Si nous sommes une équipe solide, nous pouvons battre ce virus. Toutes les mesures annoncées entrent en application immédiatement, et ce jusqu'au 19 novembre. Et pour l'analyse, Laurent Rare de la cellule politique est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors après avoir entendu les autorités, on a quand même l'impression que la responsabilité, elle repose en grande partie sur nos épaules. Oui, vous venez de l'entendre, le Premier ministre Alexander De Croo appelle tous les Belges à lutter ensemble contre le coronavirus. Je le cite, ce ne sont pas les règles qui permettront de lutter contre le virus, mais la grande équipe des 11 millions de Belges. Et avec ces mots, eh bien, le Premier ministre fait peser sur chacun la responsabilité individuelle, le respect des règles d'hygiène, le respect de la distanciation physique, également l'isolement en cas de symptômes, la responsabilité de chacun. Autrement dit, chaque Belge a les clés en main pour l'évolution de la situation. Ça fait penser au modèle suédois. La Suède, dès le début du coronavirus, avait opté pour la responsabilité individuelle plutôt que la contrainte. Et puis, ce mot équipe, il a beaucoup de sens pour Alexander De Croo parce qu'on l'a déjà entendu. C'était début octobre, lors de son premier discours en tant que Premier ministre. Alexander De Croo avait dit, souvenez-vous, il avait cité la star américaine du basket, Michael Jordan. Il avait dit, le talent fait gagner des matchs, mais le travail d'équipe des championnats. Aujourd'hui, clairement, on est dans la même philosophie pour les autorités politiques. On fait appel à l'ensemble de la population pour vaincre ce virus. Alors cela dit, la situation, elle est grave. Les autorités le reconnaissent d'ailleurs. Et du coup, on aurait pu s'attendre à des mesures plus strictes. Et c'est ça qui est étonnant parce que tous les voyants sont au rouge, les hôpitaux sont à bout de souffle, le personnel soignant appelle à l'aide, on voit que les contaminations continuent. Que fait-on du côté politique? On prend des mesures plus strictes dans des secteurs bien ciblés, mais pas question d'un nouveau confinement total comme on a pu
pu connaître lors de la première vague, tout simplement parce que ce genre de confinement, il a laissé des traces, il en laisse encore, notamment sur le plan économique. La facture est importante et donc pour les autorités politiques, eh bien pas question d'alourdir cette facture, mais on est en droit de se poser la question combien de temps cela peut encore continuer vu effectivement que la situation s'aggrave. Merci pour votre éclairage, Laurent. Alors bien sûr, dans les hôpitaux, on a suivi avec attention l'annonce des mesures. Les médecins, les infirmiers, tout le personnel soignant vit des heures difficiles. Certains réclamaient d'ailleurs haut et fort des mesures très strictes. Le sont-elles suffisamment ? Eh bien, je vous pose la question, Philippe De Vos, vous êtes médecin au CHC à Liège. Ces mesures sont-elles suffisantes ? Pour moi, le principal, c'est effectivement l'appel à la population. Si la population comprend qu'elle doit se limiter au contact essentiel, alors ça peut être la solution. Et donc de ces mesures, c'est ce que je retiens également comme le message prioritaire. Pour le reste, nous verrons dans 15 jours, comme pour la première vague, ce que ça va donner. On a beaucoup moins de marge de manœuvre qu'à la première vague, puisqu'on est déjà largement au-delà de l'occupation au moment du lockdown de la première vague. Donc on ne peut pas en tout cas se planter cette fois-ci. Il faut absolument que ça réussisse à 100% ces mesures et le plus rapidement possible. Justement, dans votre réponse, il y a quand même encore beaucoup de peut-être, de conditionnels. Vu l'urgence que vous avez vous-même lancée il y a quelques jours, il n'y aurait pas fallu aller plus loin directement et ne pas encore attendre ? Écoutez, j'ai entendu ces derniers jours que le Premier ministre explique que les mesures qu'il a prises vendredi dernier déjà sont selon lui suffisantes que pour aplatir la courbe. Voilà, j'espère que lui et ses experts sont sûrs de leur coup parce que sinon les pots à casser, à payer, ce seront pour les hôpitaux et pour les patients malheureusement. Mais vous justement, voilà. Vous n'êtes peut-être pas sûr des propos de Alexander De Croo, mais vous en pensez quoi très honnêtement ? Il aurait fallu reconfiner même partiellement ? Honnêtement, on est dans un choix entre deux mauvaises solutions. On doit choisir entre une solution qui va entraîner de la mortalité et des drames, ou une solution qui va entraîner des drames et potentiellement des suicides et de la mortalité. Donc moi, je m'oriente maintenant vers soigner le plus grand nombre de personnes possible, vers essayer de tout mettre en œuvre pour ne pas épuiser les équipes autour de moi, les défendre, les soutenir, comme je fais depuis le début, et puis le reste, on verra. Une dernière chose encore, docteur De Vos, il y a beaucoup de travail, surtout dans les hôpitaux liégeois. On sait qu'on n'est pas loin de la saturation. Il y a aussi des transferts de patients qui doivent se faire vers la Flandre. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est toujours possible ? Alors pour le moment, c'est toujours possible. Et en ayant lancé la phase 2A, les hôpitaux flamands vont être contraints de libérer des lits et donc vont augmenter la bulle d'air que nous allons avoir. Et donc tout ce que nous espérons, c'est d'avoir encore tout cet oxygène disponible vers la Flandre jusqu'à ce que les mesures commencent à agir, puisqu'on sait bien qu'il y a un délai de 15 jours. Et c'est à ce moment-là que ça va être indispensable de pouvoir compter sur eux. C'est dans les 15 prochains jours. Merci beaucoup, docteur De Vos, d'être intervenu dans ce journal. C'est un mot qu'on n'a donc pas entendu ce matin à la conférence de presse, le reconfinement. Il avait été lâché pourtant par certains, par plusieurs experts scientifiques ces derniers jours, dont le docteur Emmanuel André sur ce plateau. On vous a fait revenir justement pour réagir à ce qui a été décidé ce matin. Vous étiez plutôt favorable à un reconfinement, même partiel. Aujourd'hui, vous êtes déçu, voire énervé par ce qui a été annoncé. Donc, si on reprend ce qui s'est passé ce matin, une reconnaissance d'une situation dramatique, où le ministre, M. Van den Broek, dit qu'on ferme en termes de capacité un hôpital par jour, parce qu'il y a énormément de patients qui rentrent et très peu pour l'instant qui sortent. Donc on est en train d'accumuler ces patients dans les hôpitaux. Et d'un autre côté, les mesures qui sont demandées sont très fortes. La question n'est pas de se dire si elles sont très fortes ou pas, c'est est-ce qu'elles le sont suffisamment pour infléchir la courbe. D'après vous, et d'après moi, ces mesures ne vont pas avoir un impact suffisant assez rapidement que pour éviter une situation dramatique. Sur quel point en particulier, peut-être, ça vous étonne que les autorités n'aient pas décidé d'aller beaucoup plus loin ? Donc, je crois que là où les autorités avaient une responsabilité en tant qu'autorité, n'était pas non seulement de mobiliser les personnes, les individus, mais aussi de prendre ses responsabilités pour imposer des règles contraignantes. Car la liberté individuelle
les choix qu'on doit poser en tant que citoyen tous les jours pour restreindre son nombre de contacts, ses déplacements, etc. Tout ça, on peut mobiliser les gens, mais on sait qu'on ne peut pas mobiliser tout le monde et qu'il y a une certaine fatigue. Quand les règles n'existent pas, quand les règles ne sont pas suffisamment claires et édictées, eh bien, on perd par définition une grande partie de la population. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, c'était des règles plus contraignantes, pas qu'elles soient plaisantes, mais pour vraiment fixer des règles qui soient acceptées par tout le monde, car elles sont édictées par l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité politique. Mais manifestement, le Premier ministre a dit que ce ne sont pas les règles, ce n'est pas une loi qui va lutter contre le coronavirus, c'est nous, citoyens. Ceux qui luttent aujourd'hui contre le corona, c'est les médecins, les infirmiers dans les hôpitaux. Et une règle, ça aide. Il faut mobiliser les gens, il faut ces hôpitaux, mais il faut aussi des règles. Et ces règles, eh bien, c'est aux personnes pour qui on vote de les prendre et d'assumer cette responsabilité. D'autant que les citoyens, manifestement, une grande partie de la population était prête pour un reconfinement même partiel. Moi, je ne fais pas de sondage pour savoir si les gens sont prêts ou pas, mais je pense en effet que énormément de personnes voulaient que des mesures plus contraignantes soient prises pour pouvoir passer le cap. Et ce qu'on a l'impression, c'est qu'on sacrifie quelques secteurs qui vont du coup être fort impactés, mais que ça ne veut pas avoir l'impact général suffisant. On devra quand même passer par là dans une semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais il ne faudra pas attendre 1 mois. D'ici quelques jours, la situation va continuer à s'empirer et la pression sera tellement importante qu'on va devoir revenir sur cette décision. Vous avez l'impression de ne pas avoir été écouté. Vous, les scientifiques, comme aussi Marius Gilbert, étaient favorables à quelque chose de plus fort. Bien, on n'est pas là pour être écouté, on est là pour dire ce qu'on observe. On n'est pas là pour plaire, on est là pour essayer de prévenir. Mais justement, quand vous prévenez d'un danger, vous espérez que le message passe, parce que ce n'est pas un petit message. Non, ce n'est pas un petit message. C'est un message, avec Marius Gilbert, on discute beaucoup pour se dire, mais comment essayer de faire comprendre ce message, de faire comprendre que ce que demandent les scientifiques, c'est pas qu'on casse l'économie, c'est pas qu'on provoque des suicides avec un lockdown. Ce qu'on demande, c'est qu'on prenne contrôle sur cette épidémie, parce que cette épidémie, quand on la laisse courir, elle déstabilise l'ensemble. Elle déstabilise le système de santé, mais elle déstabilise tout le reste. Et donc, si on ne prend pas contrôle aujourd'hui, c'est tout qui devient très très fragile. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette édition spéciale. Emmanuel André. Poursuivons donc sur ces mesures qui vont bouleverser un petit peu plus encore nos habitudes quotidiennes. C'est une certitude. Alors, qu'en pensez-vous? Ces mesures sont-elles suffisamment fortes ou pas assez? Eh bien, Martin Collier a posé la question au Montois ce matin. C'est le sujet sur toutes les lèvres ce matin sur le marché de la Grand Place de Mons. Face à l'annonce des nouvelles mesures, les réactions sont plutôt mitigées. Je pensais qu'il y aurait peut-être plus contraignant en ce sens que le couvre-feu serait peut-être avancé, comme en France. Donc je suis contente qu'il reste comme ça, notamment par exemple pour la culture. Pour notre métier, on est contente qu'on peut continuer à faire le marché ici parce que c'est pour nous bientôt encore une fois la grosse saison. Je m'attendais personnellement à quelque chose d'un peu plus restrictif. Je m'attendais à ce qu'on soit peut-être confiné. Personnellement, c'est un peu difficile de suivre toutes les mesures parce que ça change tellement rapidement du jour au lendemain. Il n'y a pas vraiment de cohésion entre le monde scientifique et le monde politique, mais en même temps, je crois que le politique est tenu par des lobbies et par d'autres choses derrière qui font qu'ils veulent que ça continue à tourner. Les scientifiques aimeraient bien que ça ne tourne plus, c'est ça le problème, mais bon voilà, il faut faire un mix entre les deux. Car s'il y a bien des restrictions supplémentaires, on est loin du reconfinement prôné par certains experts. Selon vous, est-ce qu'il faut un reconfinement généralisé? C'est terriblement difficile de le dire, mais je pense que ça va être très difficilement incontournable. Si on ne veut pas aboutir à une situation de saturation hospitalière, il faut absolument cette mobilisation générale de tous les acteurs. Il ne faut pas attendre les solutions du politique. Ne pas attendre le politique et prendre les devants, mais les Montois que nous avons rencontrés ce matin sont-ils prêts à se reconfiner? C'est parce qu'on est inquiet, on voit déjà les dégâts que ça fait, donc même s'il faut être confiné pendant 15 jours, 3 semaines, on le fait carrément. En tout cas, dans mon entourage, on s'adapte assez facilement, on fait un peu plus attention, on fait moins de regroupements entre amis, moins de soirées, ou même pas du tout. Je pense que ça serait utile, oui, un reconfinement
totale, en tout cas pour une petite période. On a bien vu que le premier confinement avait fait ses preuves, qu'on avait bien sûr descendu la courbe. Et là, j'ai l'impression qu'ils attendent vraiment. Je sais même pas ce qu'ils attendent parce qu'on est dans la deuxième vague et ils ne font rien. Ce matin, le Premier ministre appelle à la solidarité, notamment pour stopper les nouvelles hospitalisations. Aujourd'hui, on en compte près de 3650. Et nous allons entrer dans le détail à présent de chaque mesure. Commençons par la culture. Les activités sont bel et bien maintenues, mais avec un public limité. Dominique Dussin, vous êtes au Théâtre National à Bruxelles. Le nombre de spectateurs autorisés dépendra en fait des protocoles. Oui, exactement. Donc on va commencer par la bonne nouvelle. Le monde de la culture ne ferme pas ses portes, comme ça avait été le cas ce printemps. Les salles vont pouvoir rester ouvertes et c'est déjà une bonne nouvelle. Le problème, c'est le problème des jauges qui vont être diminuées, c'est-à-dire le nombre de spectateurs qui peuvent assister à un spectacle. Alors le chiffre qui a été fixé, c'est 40 personnes, 40 spectateurs, ce qui était vraiment très peu. Mais il y a des dérogations déjà maintenant. Et donc ces dérogations seront fixées à 200 spectateurs maximum. C'est fixé selon la grandeur de la salle notamment. Mais il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, c'était 450 personnes qui pouvaient venir voir un spectacle dans les grandes salles. Et donc là, évidemment, c'est un vrai problème de rentabilité qui sera surtout le plus fort pour les théâtres privés, évidemment, qui dépendent essentiellement de la billetterie. Alors, il n'y a pas encore les réponses tout à fait définitive aux conditions, puisque ça, c'est le ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va les fixer, le protocole, ce qu'on appelle le protocole, et ça va se faire dans les heures qui viennent. Ça va décider, par exemple, du nombre de sièges qu'il va falloir garder vides entre des spectateurs, ou en tout cas des bulles de spectateurs. On parle de 2 sièges vides. Il y aura aussi sans doute les portes qui devront s'ouvrir plus tôt avant le spectacle pour permettre une fluidité. Il y aura aussi des problèmes d'aération de théâtre qui seront consignés. Bref, tout ça, on attend encore les modalités. Alors, comment réagit le monde culturel aux décisions de ce matin? Je vous propose d'écouter la réaction de Fabrice Murgia du Théâtre National. Ce qui est positif, c'est que les mots ont été prononcés, santé mentale, reconnaître que la culture y était associée, et également reconnaître le fait que les théâtres, il y a des milliers de personnes qui vont au théâtre. Si on additionne ces dernières semaines les gens qui sont allés au théâtre, au spectacle, reconnaître qu'il n'y a eu aucun cluster. Donc en fait, quand on est assis là, on ne parle pas, on a un masque, on est plutôt discipliné, on écoute. Et donc les mesures sont un petit peu difficiles à comprendre pour nous parce que en termes de lutte contre le virus, ça ne va pas changer grand-chose de laisser un siège vide en plus. Par contre, en termes d'organisation, de public et d'impact sur la santé mentale, effectivement, là, ça va être compliqué. Alors il faut savoir qu'il y a déjà des réactions. Le Vourir. Il y a déjà des réactions. Le Vourir de Liège, par exemple, est d'ores et déjà annulé, est organisé par les frères Taloche. Et puis il y a d'autres secteurs qui s'inquiètent, le secteur du cinéma notamment. Là aussi, ils seront limités désormais à 200 personnes, peut-être moins selon le nombre de sièges vides qui vont être rendus obligatoires. Et là, on s'inquiète également de la viabilité de ces salles. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces précisions. Par contre, oubliez la journée détente dans un parc d'attractions. C'est la fermeture générale. Vous êtes à Walibi, Thomas Deschamps. S'attendait-on à une telle décision ? Écoutez, au vu des derniers chiffres de l'épidémie chez nous, ce n'est évidemment pas totalement une surprise, mais par contre, ça reste une très mauvaise nouvelle pour le parc, car concrètement, cette interdiction d'un mois, cela revient tout simplement à un clap de fin pour la saison 2020, puisque le parc devait de toute façon fermer le 8 novembre après les vacances de Toussaint, et même si les grands événements d'Halloween avaient déjà été annulés, le parc comptait sur ces dernières semaines pour finir un petit peu mieux une année évidemment catastrophique. Je vous propose d'écouter à ce propos Jean-Christophe Parent, il est le directeur général du parc Walibi, ici à Wavre. Nous avions décidé pour des raisons sanitaires de ne pas faire Halloween. Nous souhaitions soutenir le secteur culturel en inventant un nouveau concept qui n'a pas pu avoir lieu non plus. Incontestablement, c'est une saison qui a été qu'on peut considérer comme la pire et nous l'avons dit en été et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires qui est parti cette année, mais c'est aussi la moitié de nos visiteurs qui ne nous ont pas rendu visite. Voilà, à noter que par contre Aqualibi reste bien ouvert car c'est officiellement considéré comme une piscine et que les piscines peuvent rester ouvertes. À noter aussi que les règles sont différentes pour les parcs zoologiques. Ceux-là peuvent aussi rester ouverts, en tout cas pour toutes les activités qui sont en extérieur, mais donc pour les parcs d'attractions, les portes fermées comme celle du parc Walibi qui se trouve derrière moi, le resteront jusqu'à l'année prochaine.
Merci Thomas d'avoir fait le point sur ce secteur du loisir. Et puis au niveau du sport, les compétitions amateurs sont reportées, sauf pour les catégories de moins 18 ans. Et du côté des pros, ça continue aussi, mais sans public. Manuel Jousse, nous vous retrouvons devant le stade d'Anderlecht. La mesure est effective dès aujourd'hui. Oui, Ophélie, effectivement, mesure effective dès ce soir et c'est pour cela d'ailleurs que la conférence de presse a été annoncée et avancée à ce matin pour que le public ait le temps de s'organiser. Alors le Sporting d'Anderlecht, devant le stade duquel nous nous trouvons actuellement, va donc jouer comme prévu à Courtrai, mais donc effectivement sans public, ce que les dirigeants ici acceptent mais déplorent malgré tout, vu qu'ils avaient mis quelques protocoles en marche pour que tout se passe dans de la meilleure manière et de la plus sécurisée possible pour les dernières rencontres. En réalité, on en revient à la situation qui était de mise lors de la reprise du championnat au début du mois d'août, c'est-à-dire un huis clos total qui avait duré environ un mois avant que l'on autorise le retour progressif du public dans les stades à la mi-septembre. On était même allé jusqu'à 7500 personnes au Standard le week-end dernier pour le match contre Bruges. Alors on sait qu'un protocole plus strict aurait dû être mis en place ce week-end avec la réduction de moitié du public, mais finalement on ira encore plus loin avec ces huis clos complets. Alors qu'en pense-t-on du côté de la Pro League? Finalement que la situation aurait pu être pire encore, on aurait pu carrément arrêter ou interrompre le championnat. Ce ne sera pas le cas, je vous propose d'écouter Pierre-François, le CEO de la Pro League. L'arrêt de la compétition ou la suspension pour les divisions professionnelles, c'est pour nous la ligne à ne pas franchir. Et c'est pour ne pas franchir cette ligne-là que nous acceptons évidemment cette mesure, même si nous n'avons pas le choix, mais nous l'acceptons et nous l'encourageons à la limite auprès de nos clubs. Les protocoles de testing qui sont en cours au niveau des joueurs professionnels montrent que nous sommes sérieux et que nous ne courons pas de risques. Il y aura 4 mises de matchs en 1A et 1B confondus cette semaine pour précisément tenir compte de risques de contamination, mais la compétition se poursuit. Voilà, elle se poursuit, mais vous l'avez entendu dans la bouche de Pierre-François, il y aura 3 matchs en tout cas de D1A qui seront remis ce week-end. Eupen Malines, Charleroi, Waasland Beveren et Cercle de Bruges, Moucron pour cause de cas de Covid positifs en excès dans les clubs concernés. Merci beaucoup Manuel pour ces explications et précisons que nous pouvons continuer à faire du sport en salle en respectant les distances. Les activités en extérieur sont toutefois à privilégier. Et donc même si nous n'irons plus voir de matchs de foot, nous pourrons toujours prendre les transports en commun pour aller travailler par exemple. Mais des efforts devront être faits aux heures de pointe pour éviter des bus ou des trams bondés. Nous allons en parler avec le responsable marketing du Tech, Stéphane Thierry. Vous êtes en liaison vidéo. On dit qu'on doit optimaliser le transport, ça veut dire quoi ? Tout d'abord, on va mobiliser toutes nos forces internes et nos forces externes pour trouver des solutions, pour renforcer cette offre, des solutions et atteindre l'objectif du gouvernement, c'est-à-dire faire en sorte que quand nos clients, à l'heure de pointe, sont dans le transport en commun, ils soient un peu moins les uns sur les autres. Ça, c'est l'objectif de mobilisation et d'optimisation. Alors, il faut savoir évidemment qu'à l'heure de pointe, comme dans tous les réseaux du monde, on calque la dimension de la flotte et des ressources humaines sur cette heure de pointe. Donc aujourd'hui, à l'heure de pointe, la pleine capacité du Tech, avec en plus une problématique d'absentéisme comme dans toutes les entreprises qui est visible, toutes les forces humaines et toutes les forces du matériel roulant du Tech sont déjà présentes sur le réseau à l'heure de pointe. Est-ce que vous avez justement des solutions pour résoudre ce point épineux des heures de pointe justement ? Alors oui, il faudra donc aller chercher des solutions externes. On a relativement l'habitude de faire cela puisque sur le réseau, en fait, il y a les bus du Tech de la régie, mais nous sous-traitons aussi à peu près 27% de notre offre au monde privé avec des bus aux couleurs du Tech. Et donc on a l'habitude de demander des renforcements. On va donc activer cette capacité que nous avons et qui est donnée par le gouvernement d'activer des forces externes du privé pour venir renforcer sur nos lignes les endroits où c'est un peu tendu le matin. Sur le réseau. Une dernière chose, Stéphane Thierry, est-ce qu'il y a plus de risques dans les transports en commun qu'ailleurs d'attraper ou de répandre le coronavirus ?
Alors c'est sûr que c'est une question qu'on nous pose souvent. Le virus il circule partout évidemment, mais c'est vrai que tout dernièrement des premières études en la matière sortent et montrent qu'en fait les dispositions qui ont été prises à la fois par les gouvernements mais aussi par les sociétés de transport en commun, je veux parler là du nettoyage, je veux parler là de la manière dont l'organisation du transport se fait, le port indispensable de ceci, le masque dans le transport en commun, sont des éléments qui ont amené à ce qu'il n'y a pas plus de propagation dans le transport en commun en prenant le bus, le tram, le métro ou le train que dans une autre activité de la vie commune. Ça, c'est maintenant de plus en plus prouvé. Ça n'empêche qu'il faut être très prudent, ça n'empêche qu'il faut porter le masque et qu'il ne faut pas aller dans le transport en commun si on a une suspicion de contamination parce que sinon, évidemment, le virus circulera quand même. Merci Stéphane Thierry, c'était bien d'une fois de plus rappeler les règles. Alors parmi les étudiants, et ils sont nombreux qui prennent le bus, certains font également partie des mouvements de jeunesse. Et il y a aussi des changements, les activités intérieures seront désormais interdites pour les enfants de plus de 12 ans. Et nous allons demander l'avis de Laura Gaudry, porte-parole des Patros de Belgique. Alors c'est une bonne mesure d'après vous ? Mais globalement, on est vraiment très content de la mesure qui a été annoncée ce matin. Donc vraiment, notre objectif, ce n'est pas d'à tout prix organiser nos activités, mais par contre, c'est un soulagement parce que voilà, de nombreux pédiatres le soutiennent. Il faut vraiment aider la population dans le maintien de la santé et du bien-être psychosocial des enfants. Comme l'a répété M. Jolet ce matin, les camps ont été très positifs cet été. Les jeunes sont conscients, les jeunes sont capables de respecter ces mesures. Et donc nous, notre rôle en tant que fédération, c'est vraiment de les aider et de les accompagner à agir au mieux et dans les plus brefs délais. Alors Laura Gaudry, ceci dit, privilégier les activités en extérieur, c'était bien en été. Maintenant, en automne et en hiver, c'est pas si simple. Non, ce n'est pas si simple et c'est là tout notre travail. Donc à la Fédération nationale des Patros, on met beaucoup de choses en place pour justement les aider à trouver des alternatives. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas encore le protocole définitif entre nos mains. Donc beaucoup de questions sont encore en suspens, notamment sur le nombre de participants en extérieur, par exemple. Ça, on ne sait toujours pas si on reste sur du 50 ou si on doit diminuer. Mais voilà, c'est notre travail au quotidien de vraiment les aider à faire en sorte que tout aille au mieux. Et ils sont capables de le faire, vraiment. Merci beaucoup Laura Gaudry de la Fédération des Patros pour ces réactions en direct dans le journal. Et puis lui a participé directement à ces prises de décision politiques. C'est Pierre-Yves Géolet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ces discussions et l'annonce de ces mesures, c'était facile d'y arriver ou c'était plutôt tendu et compliqué entre vous ? Facile, non. Je pense que pour les politiques que nous sommes, c'est probablement les décisions les plus difficiles à prendre. On a déjà vécu la première vague, voilà 8 mois que ça dure et on sait combien les mesures que nous allons prendre, que nous décidons, impactent la vie des gens au quotidien. Et l'équilibre, évidemment, que nous devons aussi avoir. L'équilibre entre, bien évidemment, gérer la crise hospitalière, le personnel soignant. On est bien conscient, il ne faut pas croire qu'on est dans notre bulle, qu'on n'est pas conscient de la difficulté de la situation, et le ministre de la Santé l'a rappelé, mais aussi l'équilibre avec un minimum d'activité économique. Il paraît que justement, quand même, c'est sur la culture que ça s'est un petit peu... on a un peu titillé, non ? Mais si vous me permettez, parce que quand on parle d'activité économique, ce n'est pas un gros mot, ce sont des travailleurs qui perdent l'emploi, qui n'ont plus que 70% de leur salaire, ce sont des indépendants qui n'ont plus d'activité, qui n'ont plus de revenus. Ce ne sont pas des minces mesures. Quand on maintient l'école, ce n'est pas par plaisir de maintenir l'école. Je pense que la première vague de la crise a eu un impact terrible sur la scolarité des enfants. Ça, c'est aussi notre responsabilité. Mais c'est aussi de votre responsabilité de ne pas avoir des travailleurs, des enfants malades et d'endiguer l'épidémie. Mais nous gérons ça au quotidien. Comme le docteur De Vos l'a dit, il n'y a pas de bonne solution. Moi, je suis conscient que toutes les mesures qu'on a décidées hier, vous l'avez vu à travers votre journal, il y a des personnes qui sont contentes, il y en a qui ne sont pas contentes parce qu'on n'a pas été assez loin, il y en a qui trouvent qu'on a été trop loin. Regardez dans le monde de la culture. Dans le monde de la culture, ça a été compliqué sur ce volet
est là. Oui, ça a été compliqué parce qu'il y a même dans le secteur de la culture, certains disent oui, mais la mesure qui est prise parce qu'on a laissé, un peu de culture, parce que les citoyens se nourrissent de culture, mais il y en a qui disent ça a été trop fort parce qu'il y a des salles, on ne pourra plus avoir 400, 500 personnes, dans les salles. Ce qu'on a voulu hier aussi, c'est par rapport à tous les protocoles qui existent, que vous avez entendu, que ce soit les mouvements de jeunesse, l'éducation bien évidemment, la culture, le sport. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises afin que la contamination ne se produise pas. Mais voilà, c'est toujours un dilemme. Et c'est justement, je vais rebondir là-dessus, Pierre-Yves Géollet. Vous le dites, ces décisions vont plaire à certains, moins à d'autres. On a quand même un peu l'impression que vous tendez le bâton pour vous faire battre, parce que ça veut peut-être dire que de vous-même, vous avouez qu'il aurait peut-être fallu aller plus loin, mais on veut épargner certains secteurs et d'autres. Mais vous savez, c'est ça la politique. C'est de prendre des décisions et de les assumer. Et on sait que ce n'est pas facile. Et à un moment donné, moi j'assume, quand on dit est-ce qu'on a tout bien fait depuis 6 mois, depuis 7 mois? Non, probablement pas. Mais je dis toujours, quand on connaît la fin de l'histoire, c'est toujours facile de la réécrire et de se dire ce qu'on aurait dû faire. Mais à ce moment précis de la crise, vous n'auriez pas dû aller encore un peu plus loin. Les citoyens ont l'air en demande de la déresponsabilité politique, c'est-à-dire on ferme tout. On ferme tout. Et demain, si on avait eu 2 restaurateurs, 2 cafetiers, 2 étudiants, 2 artistes qui se suicident, on nous aurait dit mais pourquoi vous prenez des mesures comme celle-là? Et donc, toute la difficulté, et je comprends les experts, eux, ils gèrent une crise aujourd'hui, la crise sanitaire. Nous la gérons aussi. Mais à côté de ça, nous devons aussi faire en sorte que des secteurs continuent à vivre, que la santé psychologique des enfants, la santé mentale des enfants, des personnes âgées qui souffrent d'isolement aujourd'hui, la scolarité des enfants. Vous savez, quand on dit qu'on maintient les écoles, c'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes, les étudiants ont subi tellement de dommages lors de la première crise dans leur parcours scolaire, dans leur parcours académique. Il y a une fracture aujourd'hui qui est terrible. Il va y avoir des conséquences fortes. Or, notre jeunesse, c'est l'avenir. C'est 800 000 étudiants du côté francophone. L'éducation et la formation. Il y a la situation aussi dans les hôpitaux. Pierre-Yves Géollet, j'en terminerai là-dessus. Elle est urgente. Mais bien sûr qu'elle est urgente. Et croire qu'on ne s'en préocupe pas, c'est un leurre. Donc vous avez le sentiment d'avoir pris les mesures justes aujourd'hui? Parce que c'est un équilibre. Vous savez, nous, les responsables politiques, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on nous dira regardez un peu l'état de l'enseignement, la scolarité de nos enfants, regardez l'état mental de notre jeunesse, regardez la situation des personnes âgées, regardez le secteur de la culture, regardez le secteur de l'ORECA. Ce n'est pas des petites mesures que l'on a prises. Regardez la situation des clubs sportifs qui est catastrophique. Eh bien, à un moment donné, on sera responsable de ça. Et ça, c'est toute la difficulté aujourd'hui. Croire qu'on ne se préoccupe pas de la situation sanitaire et on la monitore au jour le jour. Et peut-être que dans 6 jours, dans 7 jours, dans 10 jours, on devra peut-être encore faire évoluer les mesures. Mais je rappelle quand même que nous avons pris des mesures le 6 octobre, le 16 octobre et le 23 octobre. Et ce ne sont pas des petites mesures que l'on a prises. Vous savez, il y a une souffrance aussi des citoyens que l'on doit comprendre. Merci Pierre-Yves Géollet. Justement, vous allez assister dans quelques minutes à une autre réunion, une nouvelle réunion, puisque les autorités régionales se retrouvent. Alors, Rachel Crivellaro, l'ordre du jour, c'est en quelque sorte de coordonner les mesures nationales annoncées ce matin et peut-être, pourquoi pas, aller déjà plus loin. Oui, une réunion entre les gouvernements des différentes entités fédérées francophones. Vous l'avez dit, l'objectif, débriefer les mesures. Et manifestement, nous avons un petit problème avec Rachel Crivellaro qui voulait nous parler donc de cette réunion qui va bientôt commencer avec les autorités régionales. Nous tenterons d'y revenir dans un instant. Nous allons poursuivre, donner la parole aux commerçants. Certains s'attendaient peut-être à des changements. Il n'en est rien, pas de limitation de temps ni du nombre de personnes dans les magasins. Et pourtant, on ne pousse pas vraiment un ouf de soulagement dans le secteur. Natacha Mann a pu le constater à Liège. On aurait pu croire qu'ils afficheraient un grand sourire sous leur masque et pourtant ce matin, les commerçants pour qui rien ne change sont mitigés. On est un peu rassurés de pouvoir ouvrir, seulement comme il n'y a plus personne dans les centres-villes pour venir acheter, tout le monde télétravaille, les écoles continuent à fonctionner mais les gens ne restent plus, ne se promènent plus. Voilà, on n'a pas plus de clients donc on va dire que ça nous fait une belle jambe. Bonne nouvelle parce que en tant qu'employé, on aime bien travailler quand même. Mauvaise parce qu'on a quand même un énorme impact, je veux dire au niveau clientèle. C'est extrêmement calme depuis que les restaurants ont fermé en fait. La ville est vraiment déserte en fait, si on peut dire ça comme ça depuis lundi. Beaucoup estiment que dans ces conditions, il est aujourd'hui difficile d'être rentable, mais d'un commerce à l'autre, la situation n'est pas la même. Pourtant, tous semblent d'accord, ils avaient imaginé de nouvelles mesures.
On pensait qu'on pouvait déjà fermer des week-ends ou des lundis, donc très étonnée de la décision et personnellement très contente. Ce que je crains, c'est qu'on ferme au mois de décembre. Ça me fait très peur parce qu'au mois de décembre, c'est la grosse période des fêtes et si on doit fermer, je préfère qu'on ferme là tout de suite, 15 jours ou 3 semaines. Du côté des clients rencontrés ce matin, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Pour certaines personnes, se balader dans les commerces, cela permet de briser la solitude. Et la plupart estiment que les mesures imposées jusqu'ici sont suffisantes. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci si on respecte les règles de sécurité, le masque, la désinfection des mains. Pour moi, il n'y a pas de souci. Tout l'Horeca déjà est en train de souffrir pour le moment, donc je pense qu'au moins laisser un maximum de commerce ouvert en respectant les distanciations, ça reste une bonne idée pour ne pas non plus détruire notre économie. Aujourd'hui, les commerces retiennent leur souffle. Ils espèrent pouvoir se rattraper fin d'année, sans quoi ils craignent de nombreuses faillites dans leur secteur. On est bien loin aussi de pousser un ouf de soulagement quand on regarde les chiffres du jour. Tous les indicateurs continuent de grimper. Les hospitalisations s'enchaînent de jour en jour. Voyons cela en détail avec Laurent Vandenberg. L'épidémie ne connaît ni ralentissement ni pause. La contamination prend de l'ampleur. 16 746 nouveaux cas en 24 heures. On s'attend au cours de la semaine prochaine à dépasser le cap des 20 000 nouveaux cas par jour. En pratique, pour être plus imagé, cela signifie que plus de 1% des Belges seraient contagieux à tout moment. Avec un angle mort désormais, les personnes asymptomatiques. La semaine qui s'annonce sera cruciale. Si on s'intéresse aux hospitalisations, ces hospitalisations doublent tous les 8 jours actuellement. Continuons 8 à 9 jours pour tous les paramètres, ça sera plus simple. Avec hier 496 nouvelles admissions à l'hôpital, ce qui nous mène sur une base hebdomadaire à une moyenne de 350 admissions par jour. 3 649 patients sont actuellement hospitalisés. 573 personnes sont aujourd'hui traitées aux soins intensifs. Le centre de crise appelle à la plus grande solidarité et au respect strict des mesures. Nous appelons tout le monde donc à serrer les rangs et à s'encourager mutuellement, à s'inciter, se sensibiliser mutuellement à suivre les règles. C'est la seule façon de mettre fin à cette situation très difficile. En chiffres absolus, les provinces de Hainaut, Liège et Bruxelles restent les plus touchées. Dans les maisons de repos, la vigilance est de mise. De plus en plus d'établissements comptent au moins un cas. Il s'agit de 17% des maisons de repos en Flandre, de 27% à Bruxelles et de 33% en Wallonie. Enfin, la Croix-Rouge lance un appel. Elle recherche d'anciens malades du Covid-19 qui peuvent donner du plasma. Ils pourraient aider les patients hospitalisés dans les situations les plus critiques aujourd'hui. Et nous retrouvons sur ce plateau le docteur Emmanuel André pour analyser ces chiffres. On le voit clairement, docteur, on est dans une tendance, une spirale négative. Oui, on est dans un moment qui est très difficile puisque non seulement les chiffres sont très importants. On se souvient, il y a quelques jours, quand on passait le cap des 1000 cas par jour, c'était l'affolement général. Ici, maintenant, on parle de 15 000, 20 000 cas par jour. Donc on a laissé la situation déraper. Ce qui est encore inquiétant, c'est qu'à chaque fois qu'on a 1000 nouveaux patients cette semaine, eh bien, ces 1000 nouveaux patients, ils vont contaminer 1500 autres personnes. Donc l'épidémie va continuer à augmenter parce qu'aujourd'hui, quand on vit de la façon dont on vit, une personne contamine plus qu'une personne et ça veut dire que du coup, la croissance exponentielle continue. Il y a un deuxième élément qui nous tracasse très fort, c'est le fait que ce virus se soit réintroduit dans les maisons de repos. On entend ici un nombre de maisons de repos où le virus a réussi à s'introduire malgré toutes les mesures qu'on a prises parce que la pression était trop forte, le virus circule trop dans la communauté. Et donc maintenant, quand un virus circule dans une maison de repos, il ne sort pas tout seul. Il circule, et c'est extrêmement difficile d'éteindre un feu dans une maison de repos. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de barrages qui se sont brisés. Et, Vous pensez que les autorités vont devoir revoir encore leur copie très très vite ? Bien, je pense que la situation va continuer à se dégrader très très vite. Et donc ils vont devoir agir, réagir différemment, encore plus fort ? Je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'a pas le choix aujourd'hui. Et donc, je répète, aujourd'hui, il faut rester le plus possible chez soi. Vraiment s'imposer des règles. Si on ne nous les impose pas, il faut qu'on puisse les imposer soi-même, même si on sait que c'est très fragile, car quand il n'y a pas de règle générale, c'est très fragile. Et donc, mais en attendant, faites attention.
Merci beaucoup, docteur Emmanuel André, d'être venu dans cette édition spéciale. Effectivement, nous avons regardé les chiffres. La situation se détériore un peu plus chaque jour dans les hôpitaux surtout. Liège étant le point noir. Plusieurs établissements font d'ailleurs appel aujourd'hui à des étudiants infirmiers. Marie Bourguignon s'est rendue au CHU de Liège. Florent est stagiaire en 4e année d'infirmier. Cela fait 3 semaines qu'il travaille aux soins intensifs de cet hôpital. Depuis son arrivée, le nombre de cas Covid n'arrête pas d'augmenter. Alors l'étudiant ne manque pas d'occasion de se rendre utile. On a le savoir, on a un diplômant, donc dans 8 mois on est diplômé. Donc on sait déjà pas mal de choses et on peut leur préparer pas mal de perfusions, etc. quand ils sont dans les isolements. Donc nous, on peut rester à l'extérieur et leur fournir ce dont ils ont besoin. Il y a quelques mois encore, accueillir un stagiaire aux soins intensifs était souvent vu comme une charge de travail supplémentaire. Mais aujourd'hui, la présence de Florent permet au contraire de soulager les équipes. On se retrouve dans des situations où on est dans des isolements et on n'a personne pour nous fournir du matériel ou pour quand il y a un problème. Et donc voilà, ça pose problème. On doit sortir pour aller chercher du matériel, mais on doit se déshabiller, se réhabiller. Et ils nous aident avec déjà leurs connaissances qu'ils ont appris à l'école. Ils nous aident déjà à avancer dans leur travail et à nous aider à avancer. Le stage, presté actuellement par Florent, fait partie de son cursus scolaire. Mais le jeune homme ne veut pas s'arrêter là. Être infirmier, c'est une vocation, donc on ne peut pas rentrer chez soi et oublier le travail, dans le sens qu'on sait que l'équipe est là, que l'équipe est 24 heures sur 24 présente. J'ai demandé donc en plus des stages de faire un travail en tant qu'intérim, donc pendant les vacances de tout ça ou pendant les week-ends, mes jours de congé, voilà, pour soutenir au maximum les équipes. Dans ce service, plus de 50% des patients sont des cas Covid. On s'attend à ce que ce chiffre augmente encore dans les prochains jours. Oui, je vous le disais il y a un instant, une nouvelle réunion va bientôt commencer, cette fois avec les autorités régionales. Rachel Crivellaro, l'objectif c'est de coordonner les mesures nationales et peut-être d'aller un peu plus loin encore. Oui, réunion des gouvernements des différentes entités fédérées francophones. Vous l'avez dit, l'objectif, débriefer les mesures qui ont été prises ce matin en comité de concertation, mais également et surtout, je dirais, d'évaluer si ces mesures qui ont été prises sur un plan national sont suffisantes, eu égard à la situation particulière de Bruxelles et la Wallonie. Vous le savez que dans ces 2 régions, les chiffres sont très préoccupants, avec une hausse exponentielle des contaminations, mais également des hospitalisations, des chiffres carrément alarmants en province du Hainaut, en province de Liège, au point que ce matin, Bruxelles et la Wallonie ont été qualifiées de régions d'Europe les plus touchées par le Covid. Du coup, cet après-midi, les réunions entre autorités francophones vont se succéder, notamment une avec les gouverneurs des provinces francophones. Sur la table, la possibilité de prendre des mesures dites additionnelles à celles qui ont été prises ce matin au comité de concertation. On évoque sur la table une extension possible du couvre-feu. Vous savez qu'actuellement, il est en vigueur entre minuit et 5 heures. Il pourrait commencer plus tôt. Des mesures aussi pour mieux réguler les flux dans le commerce, dans les maisons de repos. Une suspension possible aussi des cours de sport collectifs en salle. Alors, soyons bien clairs, à ce stade-ci, toutes ces mesures ne sont absolument pas prises. Elles doivent encore faire l'objet d'évaluation, d'analyse, étant entendu que le mot d'ordre est de préserver au maximum la santé, le bien-être mental des Belges, ainsi que l'activité économique. Merci beaucoup, Rachel. Et Bonjour à tous. C'était attendu un nouveau serrage de vis à lieu en Belgique pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. La conférence de presse du comité de concertation est toujours en cours. Vous pouvez la suivre, je vous le rappelle, sur Ovio. Les nouvelles mesures annoncées entrent en vigueur dès aujourd'hui et ce pour une durée de 1 mois jusqu'au 19 novembre. Il y a 2 grands axes, le sport et la culture. On commence par le sport avec toutes les compétitions sportives professionnelles qui se déroulent désormais à huis clos et cela dès ce soir. Le Sporting d'Anderlecht se rend justement à Courtrai en ouverture de la 10e journée de championnat. Ce match se déroulera donc à huis clos. Les compétitions pour les jeunes en dessous de 18 ans restent permises, mais seul un membre par famille peut y assister. Pour le sport amateur, enfin, les compétitions sont suspendues. Les entraînements, par contre, restent possibles. Autre grand axe, je vous le disais, c'est celui de la culture. Et à ce propos, je vous propose d'entendre les explications de Pierre-Yves Violet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
culturelle. Concernant l'activité culturelle, et on a eu évidemment un long débat hier, et on sait combien la population se nourrit aussi de culture, je pense qu'on a un équilibre. Parce qu'on n'a pas suspendu toute activité culturelle. On sait qu'à l'intérieur, pour les événements, il y a une jauge de 40 personnes maximum. Mais là où il y a des protocoles en matière événementielle et culturelle, il y a une possibilité d'avoir un public de 200 personnes. Et on envisagera le 19 novembre ce qui est possible ou pas en matière de culture pour aller au-delà, des 200 personnes. Voilà, donc 40 personnes maximum, sauf si dérogation avec un protocole pour le secteur de la culture. On notera encore que les activités intérieures des scouts sont suspendues. Les parcs d'attractions vont fermer, au contraire des zoos, à l'exception des espaces intérieurs dans les zoos. Le comité de concertation demande aussi suffisamment de transport en commun pendant les heures de pointe pour éviter des bus, des trams ou des trains surchargés. Et toutes ces mesures se justifient évidemment par la situation épidémiologique en Belgique. En moyenne, on dénombre 10 000 nouvelles infections tous les jours. Plus de 3 600 patients sont actuellement hospitalisés. Il y a 35 décès quotidiens recensés en moyenne dans notre pays. Enfin, notez toujours concernant le coronavirus en Belgique qu'on vient de l'apprendre, la Pro League annonce le report du match entre Charleroi et Waasland-Beveren. Il était prévu dimanche soir. Il est reporté en raison du nombre de joueurs contaminés au sein de l'équipe de Waasland-Beveren. Et la situation n'est pas meilleure chez nos voisins en France. Plus de 40 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. C'est un record. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'extension dès samedi du couvre-feu à 38 nouveaux départements et à la Polynésie. Enfin, aux États-Unis,